Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast Gotcha. Cette semaine, j'ai fait des essais particuliers. En fait, j'ai fait des essais un peu électriques avec le Hummer électrique et avec le Volvo XC40, mais j'ai aussi fait des essais un peu plus radicaux avec la Subaru BRZ et la WRX, mais sur la piste. Moi, de mon côté, j'ai fait l'essai du Honda HR-V, version EXL Navi. J'aime toujours ça dire les super longs noms de version. Et, comme d'habitude, j'ai des nouvelles pertinentes et un peu moins pertinentes à votre vie. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. On a bien sûr pas mal d'essais cette semaine parce que moi, j'ai eu l'opportunité d'en faire deux qui n'étaient pas nécessairement à l'intérieur de nos essais réguliers, que c'est dans le cas du Hummer et des Subaru, je vais y revenir. J'ai aussi parlé du Volvo XC40. Mais avant, j'aimerais ça qu'on commence par un événement dont on avait glissé un mot il y a quelque temps et qui finalement s'est réalisé. C'est le fameux record du plus grand nombre de Mustangs dans un convoi qui a été réalisé en mai dernier, le 5 mai dernier, entre Trois-Rivières et Québec. Je te rappelle que l'ancien record appartenait à une ville de Belgique et c'était 1326 Mustangs réunis. Mais on n'a pas fait les choses à moitié au Québec puisqu'on est passé à 1889 Mustangs. C'est le nombre total qui a été reconnu par le livre des records Guinness. C'était vraiment complètement fou. Il y avait des Mustangs absolument partout. À Trois-Rivières, ça prenait jusqu'à 2 heures à rentrer sur le site. Les premières Mustangs ont quitté Trois-Rivières à 6h45 du matin. Les dernières sont arrivées à Québec à 12h10. Ah ouais, quand même. Ça donne C'est une pas idée si loin, là. Non, c'est pas si loin. Évidemment, bon, 2000 Mustangs, déjà, ça fait un très long convoi. Les policiers écartaient aussi certaines parties du convoi parce que, bien sûr, on ne voulait pas paralyser la ville de Trois-Rivières au complet. Donc, on laissait partir une partie de Mustang, on faisait la circulation, on laissait partir d'autres Mustangs. Ça a donné l'occasion de rencontrer des absolus passionnés. Une dame, entre autres, qui a racheté la Mustang Juicy Fruit qui avait été tirée en 2011 et qui l'a repeinte à ses couleurs. Je trouve ça très drôle. Il y avait des Mustangs de toutes les générations. Mustang, bien sûr, original, mais des Mustangs qui avaient aussi été modifiés, des Mach-1, des Bullitt. Bref, toute la gamme de Mustang était là. Moi, j'étais au volant de la Mustang 4 cylindres 2.3 EcoBoost convertible. Je vais être honnête, je n'ai pas fait le convoi parce que je n'avais pas la patience de le faire. Donc, je ne fais pas partie des 1889 Mustangs, mais j'ai quand même eu l'opportunité de rencontrer des propriétaires de Mustang. Je pense entre autres à un petit monsieur de Drummondville qui a une Mustang Mach-1 du début des années 70 qui est absolument magnifique. Donc, c'est vraiment un événement que les passionnés ont adoré. Encore aujourd'hui, au moment d'enregistrer, c'est plusieurs jours après l'événement et les gens continuent d'en parler comme d'un événement dont ils vont se souvenir. Tout le monde est vraiment enchanté, ça s'est bien déroulé. Pas eu d'accrochage, pas eu d'anicroche nulle part. Tout a été parfait. C'est Mme Sylvie Provencher qui avait organisé ça et il semble que tout se soit bien déroulé partout, même à Québec. Sauf que là, bien sûr, on est détenteur du record du monde, 1889, mais les Américains ne voulant pas s'en laisser imposer parce que c'est le 60e anniversaire de la Mustang, ils vont tenter à leur tour, le 5 septembre, de battre ce record-là à Myrtle Beach, aux États-Unis, en Caroline. Donc, on verra s'ils vont réussir. Mais pour le moment, dites-vous que c'est le convoi Trois-Rivières-Québec qui remporte le titre du recordman du plus grand nombre de Mustangs réunis au même endroit. Alors, chapeau aux organisateurs. Tant mieux que les bénévoles et les amateurs en ont profité et ont apprécié. C'était vraiment une expérience assez unique. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais trop paresseux, mais je trouvais ça vraiment... Non, c'est vraiment... C'était compliqué, là. Ben non, ça sonnait long, là, comme tu disais, puis je sais qu'il fallait se rendre là à 3h30 du matin, là, quelque chose comme ça, donc... ouais, non, moi, j'avais pas de Mustang, mais je pense pas que même si j'en avais eu une, je suis à ce point un fan, mais c'est beau de voir qu'on a des gens qui sont autant... justement, des fans, hein, je pense que c'est le bon terme,
d'un modèle qui, dans le fond, sans vouloir dire qu'il date d'une autre époque, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est plus une icône que vraiment quelque chose qu'on voit sur la route. Mais quand même, là, c'est beau de voir qu'on a encore autant de gens pour qui c'est une passion comme ça, les Mustangs. Ouais. Écoute, je crois pas que moi, je peux être passionné comme ça à propos d'un modèle, mais si ces gens-là ont une passion comme ça qui les rend heureux, grand bien leur face, hein. Écoute, c'est fou, j'ai ici, pas très loin de la maison, quelqu'un qui possède une Mustang qui a à peine 100 km, c'est une Mustang Mach-1, qui a à peine 100 km au compteur. Il l'a caché dans son garage, il ne s'en sert pas. Il s'en sert occasionnellement pour aller faire le tour du carré. Quand il fait beau, quand il n'y a pas plu, quand les rues sont propres parce qu'il ne veut pas la salir. Alors, c'est vraiment là des gens qui ont une passion, une dévotion littéralement pour leur voiture. Alors oui, effectivement, c'est beau de voir ça. Ceci étant dit, je suis pas convaincu que les gens qui ont essayé le Hummer électrique ont cette même passion-là pour leur véhicule. J'ai eu l'opportunité de l'essayer un petit peu. Bon, comme je disais à la blague, je sais que c'est parce que c'est moi qui le conduisais, mais c'est drôle, les gens me regardaient tous quand j'étais sur la route avec. C'est sûr, juste la taille. Ben oui, c'est sûr, c'est gigantesque. J'ai un collègue qui disait que la seule option qui manquait, c'était l'ascenseur pour grimper à bord. Oh wow! Oh non, c'est gros, là, c'est gigantesque, c'est très gros. Je m'attendrai pas sur tous les détails mécaniques parce que, bon, on sait qu'on a un moteur là-dedans qui fait à peu près 800 forces, 800 chevaux, capacité d'un petit peu plus de 500 km d'autonomie, une grosse batterie. La batterie est tellement lourde, en fait, c'est la batterie Ultium, hein? C'est le premier véhicule GM qui utilise la batterie Ultium. Donc, elle est dans le plancher, comme tu le sais, c'est maintenant la nouvelle façon de faire. Elle a à peu près l'équivalent en poids d'une Nissan Versa. Ça veut dire juste la batterie, là. Juste la batterie, là. Le véhicule lui-même au complet pèse à peu près 9000 livres. C'est complètement fou, là. Ça n'a aucun sens. C'est gigantesque. C'est très, très lourd. Il y avait 3 moteurs parce qu'on avait une édition, je l'admets, une édition 2023 qui s'appelle la First Edition, qui était une des éditions les plus recherchées à l'époque. Cette année, il n'y a plus de First Edition. On l'a remplacé par une édition qu'on appelle Omega, mais c'est à peu près le même genre, là, édition limitée et tout ce qui vient avec. Écoute, c'est sûr que c'est un gros véhicule qui ressemble à un Hummer, hein, c'est clair. On a conservé la personnalité de ce véhicule-là. On lui a quand même donné des éléments particuliers. Il y a une version pick-up. Moi, j'ai essayé la version VUS qui arrive avec des toits vitrés. C'est super génial parce que tu peux les enlever. Là où c'est moins génial, c'est comme tu peux les enlever, ben l'assemblage n'est pas toujours parfait. Alors quand tu roules, ça craque un peu. Tu entends vraiment des craquements. C'est pas évident. On peut les enlever, c'est vrai, mais ils sont aussi très lourds, ça prend des bons bras. Par contre, on peut les dissimuler dans ce qu'on appelle le frunk, donc le fameux coffre placé sous le capot avant, qui fait un peu plus de 300 litres, c'est-à-dire à peu près, à peu près l'équivalent d'une voiture compacte. Le coffre, rien de moins. C'est donc assez spectaculaire et tu peux cacher ça là. Autre élément, bien entendu, c'est toute la technologie qu'il y a à bord. On s'est vraiment amusé chez GM à nous proposer un véhicule qui est fait pour leur route de façon absolument incroyable. Il y a bien sûr rouage 4 roues motrices, hein? Ça c'est assez standard, mais on ajoute à ça une sélection de modes de conduite, encore une fois, quelque chose d'assez standard. Des suspensions pneumatiques qu'on appelle un mode extraction qui peuvent, si t'es mal pris, soulever le camion de 40 cm. Ah ouais, quand même, là. 40 cm, c'est haut longtemps, là. Je te parlais du poids de la Nissan Versa. 40 cm, c'est presque à la hauteur des pneus de la Nissan Versa. Donc, c'est complètement fou. Et tu as un système qui s'appelle les 4 roues directionnelles. Donc, ça veut dire que les 4 roues vont tourner selon un certain angle pour te permettre d'avoir soit plus de stabilité à haute vitesse, soit plus de maniabilité à courte vitesse. Donc, si tu tournes vers la gauche, par exemple, tes roues avant vont se tourner vers la gauche, mais tes roues arrière, elles, vont se tourner vers la droite, ce qui va te permettre d'avoir un rayon de braquage beaucoup plus court. En fait, il est aussi court que celui de la Chevrolet Bolt, qui est pourtant 2 fois moins longue. Alors, c'est vraiment assez spectaculaire. Et on a, écoute, mon affaire préférée, le crab walk, la marche du crabe. C'est-à-dire que ces roues directionnelles-là, quand tu enclenches la marche du crabe, les 4 roues s'orientent dans la même direction et tu peux te déplacer latéralement jusqu'à un angle de 15 degrés. Ça veut dire que quand tu es coincé dans un sentier, il y a devant toi une grosse roche,
mais tu peux tout simplement te déplacer de côté pour la contourner et continuer. Je me suis amusé comme un imbécile dans un stationnement de la ville de Québec. Je suis allé dans un parc et il y avait des gens qui faisaient des exercices en groupe. Moi, je suis arrivé avec mon gros Hummer et je voulais essayer les différentes fonctions. Et là, je me promenais en zigzag en faisant le crabe. Tout le monde a arrêté de faire des exercices pour venir me voir parce que c'était vraiment trop impressionnant. Encore plus impressionnant que la taille, je dirais, ouais. Ouais, effectivement. Et ajoute à ça un mode vision périphérique. Il y a 17 caméras autour du véhicule qui te permettent de voir tout ce qui se passe. Évidemment, on l'a dit, c'est un véhicule électrique puissant. Les accélérations sont assez véloces. Hein? Tu t'en doutes, c'est un gros véhicule électrique. Problème, c'est la consommation. 40 kWh pour 100 km. Si tu veux comparer, une ID4, ça fait entre 16 et 19. Mettons que la moyenne, c'est 20 là, pour les véhicules électriques actuels. Donc, c'est 2 fois plus exigeant en termes électriques qu'une voiture électrique traditionnelle. Alors, ceux qui se plaignaient que le Hummer était gourmand au niveau de l'essence pourront continuer de le faire en version électrique. Il est tout aussi gourmand. Ben oui, c'est ce que je m'en allais dire. Ah, il va réussir. Il y a juste le Hummer qui trouve le moyen de coûter autant à se faire recharger à une borne électrique qu'à se faire mettre du gaz à la pompe, là. Exactement. Ça vient avec la personnalité du véhicule. Et pour être tout à fait franc, la conduite, c'est pas si le fun que ça. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'aime ça, mais c'est l'équivalent de conduire un Jeep Wrangler ou un Ford Bronco. Ça brasse, tu sens que tu es dans un véhicule qui est fait pour le hors-route. Oui, il y a plein d'éléments de luxe, mais tu sens que c'est vraiment fait là, pour se faire brasser un peu. Donc, c'est assez étrange comme perception, mais je l'ai essayé, j'ai trouvé ça le fun. J'aimerais ça aller faire du hors-route à condition que ce soit pas le mien, parce que je serais vraiment mal à l'aise de faire des égratignures sur la carrosserie de ce véhicule-là, au prix qu'il coûte, parce que je te signale qu'il vaut entre 120 et 150 000 $ selon les versions. Ouh. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas eu l'opportunité d'aller le recharger non plus. Je sais qu'il y a une architecture de 800 volts on dit qu'il est rapide, mais rapide jusqu'à combien? J'ai pas eu l'opportunité de le faire, de le vérifier, là. Mais honnêtement, c'est une expérience quand même intéressante. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas fait que ça. J'ai aussi essayé un véhicule qui était plus docile du point de vue de l'énergie, et c'est le Volvo XC40 Recharge. Parce que pour me rendre à Québec, je m'y suis rendu, entre autres, au volant de ce Volvo-là. Un petit véhicule, un petit VUS que l'on connaît bien, qui est agréable. Honnêtement, il est vraiment le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est sûr Je l'ai que là... conduit aussi un peu, là, il faut dire. Là. Moi aussi, j'ai Oui. beaucoup aimé la conduite. Je tiens à dire que je suis d'accord avec toi. Côté accélération, tout ça, c'est quand même agréable. Agréable. On parle de, pour les versions les plus, avec 4 roues, avec les rouages intégral et 2 moteurs, 402 chevaux. Autonomie pas terrible, là, 360 km, un peu plus peut-être. C'est pas beaucoup. Si tu me prends 2 roues motrices, ben là, il fait au-dessus de 400, évidemment. On a un petit peu amélioré ça cette année. Par contre, beau confort, belle insonorisation. C'est pas un gros VUS, donc il n'y a pas un espace incroyable, mais c'est largement suffisant. Ça m'a permis de transporter ta grand-mère, entre autres, avec le fauteuil roulant qui l'accompagne. Donc, tu sais, là, je vais quand même de la place pour transporter mes choses, mais c'est pas très, très édifiant. Le gros bémol, puis c'est normalement toi qui chiales là-dessus, c'est le système d'infodivertissement. Il est alimenté par Google. Il n'y a pas évidemment, il n'y a pas d'Apple CarPlay sans fil. Hein. Ça te prend le fil pour le faire. Il n'y a pas d'Android Auto à proprement parler. C'est-à-dire que tu dois connecter ton profil Google et là, tu as accès à tes destinations, par exemple, sur Google Maps ou des trucs comme ça. En revanche, si tu veux avoir accès à tes applications, comme Waze, par exemple, ben, tu dois le télécharger dans la voiture et y aller avec ton propre compte. Tu dois donc te connecter comme ça. Tu sais, il n'y a pas la facilité de dire ben, c'est mon téléphone qui est reproduit directement. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. Ça existe peut-être, mais je n'ai pas trouvé comment et je n'ai pas été capable de le faire. Autre petit élément qui me surprend toujours, c'est le fait qu'il n'y a pas de bouton de démarrage. Donc, t'arrives, tu t'installes, tu démarres, tu pèses sur le frein, tu embrayes et tu pars. C'est intéressant, c'est agréable. Le bémol, c'est que si j'ai à débarquer de la voiture, par exemple par une chaude journée, et que je veux laisser à l'intérieur
fonctionner la ventilation parce qu'il y a un autre passager qui m'attend, ben tout s'éteint. Aussitôt que je ferme la porte, tout s'éteint. Même si j'ai laissé la clé à l'intérieur. Il y a encore une fois, il y a probablement un mode qui existe, mais j'ai pas eu le temps de fouiller dans la totalité du menu pour le trouver. Donc ça a été un petit peu un contretemps. Mais dans l'ensemble, la conduite, elle est agréable. J'ai beaucoup aimé le confort de roulement, le silence de roulement. J'ai aussi aimé, comme je te dis, j'ai fait l'aller-retour Québec dans la même journée. La rapidité de recharge, honnêtement, ça a vraiment bien été. J'ai à peine eu le temps de finir mon lunch que j'avais suffisamment d'énergie pour rentrer à la maison en partant de Québec. Donc vraiment, de ce point de vue-là, évidemment, c'est un véhicule électrique. J'ai dû m'arrêter une demi-heure, mais sur une borne rapide, ça s'est fait assez bien. Moi, j'aime le Volvo. J'ai toujours aimé ce petit véhicule-là. J'ai donc apprécié et je donne une très, très bonne note au XC40. Je me permets un coup de chapeau en passant. J'ai un cousin qui s'appelle Régis, qui m'avait consulté l'année dernière, qui voulait s'acheter un véhicule électrique, qui a fini par s'acheter un Volvo XC40 Recharge 2024 et qui est en amour avec son véhicule. Et il me disait, j'ai très hâte d'entendre tes commentaires suite à l'essai. Ben, je peux dire à Régis et à tous nos auditeurs que effectivement c'est un véhicule qui vaut la peine d'être considéré, qui bien sûr dans ses versions les plus équipées là, vaut quand même 73 000 $. C'est un peu élevé. Il y a des versions moins chères que ça, à la version 2 roues motrices notamment, mais quand même un véhicule qui vaut la peine certainement et sans aucun doute. Et véhicule que je recommande, d'autant plus que chez Volvo, on nous dit que si vous passez la commande, vous l'aurez d'ici 30 à 60 jours maximum. Donc, c'est aussi un pensez-y bien pour ceux qui veulent profiter des aides financières gouvernementales qui, rappelons-le, ne seront plus admissibles au complet à partir du 31 décembre. Et le 31 décembre, on va diminuer un peu, mais ça ne veut pas dire commander votre véhicule avant le 31 décembre. Ça veut dire l'avoir en main, votre véhicule, avant le 31 décembre. Donc, si vous commandez un véhicule et que on vous dit c'est 1 an d'attente, mais malheureusement, vous n'aurez pas accès à la totalité des aides financières. Voilà pour mon essai du petit Volvo. Je vais te laisser aller sur le HR-V et je vais revenir par la suite avec mes essais Subaru. Mon Dieu, t'en as des essais cette semaine, hein? Moi, de mon côté, j'en ai juste un, c'est le Honda HR-V, comme tu l'as dit, qui est le plus petit, là, on peut dire, des VUS chez Honda. Probablement aussi le modèle le moins cher, si on va avec la version de base, qui est à juste un petit peu au-dessus de 30 000, 31 000 environ. Moi, j'avais la version la plus haut de gamme. On reviendra sur le prix plus tard, mais bon... J'imagine que vous vous imaginez déjà pourquoi est-ce qu'on vient plus tard sur le prix. Pour un VUS sous-compact, c'est quand même plutôt spacieux. Hein? J'ai dit que c'était le plus petit des VUS, mais quand même, j'ai fait mon épicerie, on a amené plein de choses. J'ai été surpris de l'espace qu'on peut avoir à l'arrière et dans la valise pour un véhicule qui, bon, quand on regarde de l'extérieur, là, puis qu'on le stationne aussi, hein, quand même, est pas si gros. Je rappelle que j'habite à Montréal, donc moi, le stationnement sur la rue et les stationnements parallèles, c'est la taille est particulièrement importante, hein? Donc à ce niveau-là, je pense que c'était la taille parfaite là pour moi, pour nous jeunes couples urbains, disons là. C'était parfait pour ce qu'on aurait à faire au quotidien, avec juste assez de place pour notre épicerie, mais bon, quand même assez pratique pour le reste. Niveau motorisation, c'est correct, là, hein, ça roule, y a pas de problème. On parle de 158 chevaux, 138 livres-pieds de couple. C'est pas énorme, on va se le dire, mais bon, le véhicule étant pas énorme, lui non plus, ça reste relativement correct. Est-ce qu'on en aurait pris plus? Oui. Franchement, oui, et pourtant, je suis pas le genre de gars qui veut nécessairement plus d'accélération, plus de force, plus de puissance. Non, je suis étonné de t'entendre dire ça, d'ailleurs. Ben, écoute, on a beau habiter à Montréal, des fois, il faut quand même dépasser sur l'autoroute. Là, ici, c'était un peu plus
complexe sans nécessairement être désagréable. Là, une fois qu'on est à une vitesse de croisière, là, tu sais, il y a pas vraiment de différence, on va se le dire. Au niveau des systèmes de sécurité aussi, ça j'ai trouvé que c'était très bien. Pour le prix, encore une fois, on va y revenir. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans des modèles extrêmement haut de gamme, mais on a quand même un système de caméra assez intéressant, la détection des angles morts, tout ce qui est là freinage d'urgence et tout ça. Quoique, bon, ça s'en vient de plus en plus fréquent, hein? Sinon, même on verra ça obligatoire. Sur ce que j'ai lu, j'ai pas lu plus que ça, mais en tout cas, ça fait pas partie des nouvelles de la semaine. 2029, la NHTSA veut que tous les véhicules aient le freinage obligatoire pour les piétons aux États-Unis. Fait qu'inévitablement, ça va aussi se transposer au Canada probablement. Mais t'as encore le temps de lire en masse tous les détails. C'est juste pour 2029. Ouais, ben c'est ce que je me suis dit, là. Il y a pas trop de problème. Mais tout ça pour dire que le HRV va déjà l'avoir. En termes de système multimédia, on n'est dans rien de révolutionnaire encore, mais est-ce qu'il fonctionne? Je dirais oui, très bien même. J'ai utilisé surtout le Apple CarPlay, mais malgré tout, le reste de l'interface était correct. J'en ai vu des plus beaux, j'en ai vu des plus modernes, mais il fonctionnait très bien, assez simple au niveau de la connexion aussi. Ce qu'on peut pas dire pour tous les systèmes là, j'ai pas de marque en tête, mais disons qu'il y en a où la connexion de téléphone est plus cachée que d'autres. Là ici, c'était assez simple. J'ai juste eu un problème, et je sais pas si c'était mon véhicule ou si c'est un problème pour les HRV en général, mais le bouton pour ouvrir la valise sur ma clé ne fonctionnait pas. Et on a tout essayé pour le faire fonctionner. Il s'ouvrait juste manuellement, donc ça malheureusement, c'est sûr que c'est plate quand on a un bouton sur la clé qui fonctionne pas, mais c'est peut-être juste mon véhicule. Je vais pas parler pour tous les modèles. Maintenant, les deux problèmes qui font que j'aurais peut-être de la misère à le recommander, du moins la version, comme je disais, EXL Navi TI, qui était la version que moi j'avais, la plus haut de gamme. On parle de 40 000 $ ici. 40 000 $ pour un HRV. 39 910 là pour être très très précis avec les frais et tout ça d'inclus. 40 000 pour ça, là, encore une fois, avec un modèle, avec un moteur plutôt correct mais sans plus, avec un système correct mais sans plus, avec des systèmes de sécurité, des systèmes multimédia et de sécurité corrects mais sans plus. J'ai de la misère à justifier 40 000 pour ça. Je parlais de la version à 31 000. Ça me semble beaucoup plus justifié comme prix. Encore faut-il que je vois la différence entre les deux. J'ai jamais conduit là cette version-là, évidemment. Mais quand même, là, 41 000 pour ça, c'est un prix que qui à lui seul ferait que j'aurais de la misère à recommander cette version-là spécifiquement. Mais le deuxième aspect, qui est autant économique que écologique qu'on peut dire, hein, c'est aussi la consommation. La consommation, c'est affiché en combiné pour ma version 8.7 litres au 100. J'ai jamais fait en bas de 10 litres au 100. Oui, j'ai fait de la ville, mais j'ai aussi fait de l'autoroute. Malgré tout, j'ai fait du 10, du 11 litres au 100 dans mes trajets. J'ai pas le pied pesant dans la vie. D'habitude, j'essaie d'adopter de l'éco-conduite. J'ai jamais réussi à tomber en bas de pour être honnête, 9.5. Et ça, on affiche 7.8 sur l'autoroute, là, pour vous donner une idée. Donc, moi, j'ai pas du tout eu l'expérience qu'on affiche, là. 2 litres au 100 de plus minimum, ce qui est pas rien quand même. C'est énorme parce que on parle d'un petit moteur 4 cylindres 2 litres, très ordinaire. Tu l'as dit, 158 chevaux. On parle pas d'une grosse bête, là. Faire plus de 10 litres au 100 avec un véhicule comme celui-là, c'est extrêmement décevant. Quant au prix, ben on sait que Honda, depuis un an et demi, là, Honda a le crayon assez pesant pour la plupart de ses véhicules. On rappelle qu'une Honda Civic de base, maintenant, c'est 29 000 $ ou à peu près. Mais 40 000 pour un HRV? Bon, il a grossi un peu en termes de dimension. Tu as parlé de l'espace intérieur. Moi, j'aimais beaucoup l'ancienne version qui avait ce qu'on appelait les Magic Seats. Donc, qui étaient des sièges mais qui sont plus là, là. Non, on les a enlevés. Mais moi, j'ai juste essayé les Magic Seats comme passager, hein. C'est pour ça que j'ai dit, effectivement, je les ai jamais essayés en tant que conducteur. J'étais pas encore journaliste automobile à ce moment-là, mais on l'a vu sur Internet, t'es pas le premier à dire ça, là, hein. Autant aux États-Unis qu'ici, c'est le point qu'on reproche au nouveau HRV. Écoute,
puisque je l'avais essayé comme passager, là, je l'ai pas vraiment essayé comme passager. C'est certain qu'on voit qu'il y a moins d'espace à l'arrière. Par contre, moi, je peux dire que du côté valise, du côté espace de rangement, je trouve quand même qu'on a un bon espace, là. Donc, moi, c'est plus ça dont j'ai fait l'expérience. Pour avoir essayé d'autres VUS sous-compacts, pas nécessairement dans le même prix, mais parfois dans la même taille, j'ai trouvé qu'on avait quand même un bon ratio espace intérieur, rangement, surtout comme je le disais, qu'on a quand même fait une grosse épicerie, on a réussi à tout rentrer ça, puis malgré tout, on avait de l'espace à l'arrière, là, on n'a pas baissé les sièges ou quoi que ce soit, là, donc c'est sûr que c'est un bémol, mais faut quand même pas sous-estimer là, l'espace non. Non, c'est sûr que c'est bon. C'est quand même un véhicule. Comme je l'ai dit, il a grossi en théorie, physiquement, globalement. Donc, c'est normal un peu qu'il y ait de l'espace. Mais l'aspect Magic Seat, c'est que ça permettait une grande polyvalence. Ça permettait, entre autres, de pouvoir rentrer un vélo à l'arrière. Tu sais, ça, c'est un petit côté pratique et qui était assez unique au HRV, qu'on a perdu, malheureusement. Effectivement. Ça laissait plus de jeu aussi pour les passagers. Mais bon, écoute, que veux-tu? On peut pas tout avoir dans la vie, mais on va payer plus cher. Voilà. Mais finalement, verdict, on le recommande ou pas, le HRV? Pas la version que moi j'avais, certainement pas à 40 000 mais bon, est-ce que je pourrais recommander une des versions peut-être de milieu de gamme qui pourrait avoir le même système d'infodivertissement, des systèmes de sécurité assez similaires, mais un prix peut-être un peu moins cher? Ça, dans ce cas-là, oui, si vous avez surtout, hein, comme je le dis toujours, ce genre de besoin, c'est-à-dire un véhicule relativement petit, plus urbain, mais qui va quand même vous laisser aller faire vos tâches là, de tous les jours. J'ai une autre question pour toi là-dessus. Oui. La transmission là-dessus, c'est une CVT. Je suis pas le plus grand fan des CVT, on en a déjà parlé. Est-ce qu'elle est dérangeante sur le HRV ou tu sais, t'aimerais ça qu'elle accélère un peu, là, que tu as l'impression que les vitesses changent plus rapidement en montant ou en descendant, ou si finalement ça passe assez bien, c'est vraiment la puissance du moteur elle-même qui est un peu déficiente? Ben, écoute, c'est certain que c'est un des facteurs, hein. C'est sûr que quand on a le sentiment de changer de vitesse sur disons même sur une automatique là, mais sur un vrai système de transmission, ben un vrai système. En tout cas, je sais pas c'est quoi le terme pour les transmissions standards là, mais tout ça pour dire, c'est sûr que on a un certain dynamisme, on a juste le fait que le mouvement soit inégal, ça donne un certain dynamisme à la conduite, ce qu'on n'aura jamais avec une CVT par définition là, mais personnellement, hein, moi tu le sais, je suis un fan des véhicules électriques, je suis un fan de plein de choses qui sont pas nécessairement conventionnelles, qui sont pas nécessairement la conduite qu'on peut avoir en tête, donc c'est pas quelque chose qui moi vient me déranger en tant que tel, mais c'est sûr que ça contribue au feeling, mais pour moi c'est pas nécessairement comme toi, ou toi si on me dit ah tel véhicule mais il y a une CVT, c'est comme ah mais sapristi, je vais moins l'aimer. Moi je suis pas nécessairement à ce niveau-là, mais c'est certain que quand on a déjà un véhicule qui mériterait d'avoir un peu plus de puissance, avoir une CVT aide pas au feeling de dynamisme là. C'est ce que je voulais savoir parce que moi, de mon côté, je te l'ai dit, je suis allé essayer des Subaru. Et chez Subaru, on essaie de travailler fort pour modifier les CVT. En fait, on n'ose même pas appeler ça une CVT maintenant. On appelle ça une transmission Sport Performance Transmission, la SPT. Ah, ça sonne mieux. Ça sonne beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli. La réalité, en fait, c'est que c'est une CVT perfectionnée, donc plus rapide un peu. Par contre, ce qui m'a étonné, parce que moi, je suis allé essayer deux véhicules spécifiques sur la piste de Shannonville. Je suis allé essayer le WRX RS et la BRZ TS. Dans ce cas-ci, les appellations à la fin ont vraiment une importance parce que ça veut dire que ce sont des versions de performance de ces véhicules-là. Performance étant peut-être un bien grand mot parce qu'on n'a pas touché au moteur. Donc, dans le cas de la WRX, on a encore 278 chevaux avec le même moteur Boxer turbo que l'on avait déjà. Dans le cas de la BRZ, on a le même moteur aussi, mais pas turbo dans le cas de la BRZ. Donc, avec 228 chevaux, tu sais, ça bouge pas, là. Ça, on n'a pas changé la mécanique. Ce que l'on a modifié dans les deux cas, c'est essentiellement les suspensions et
les freinages. Donc, on a mis des disques plus gros, on a changé le nombre de pistons, bref, on a amélioré les capacités de freinage. On a aussi fait des modifications. Toi qui es un fan de pneus, on a parlé, entre autres, des Potenza qui vont équiper la WRX, même pneus qui équipent, entre autres, l'Aston Martin DB11, rien de moins. Donc, on veut vraiment jouer sur la carte absolue de la performance. Et le RS, dans le cas de la WRX, ça vient pour Rally Sport. Dans le cas de la BRZ, le TS, ça veut dire Tune by STI. Donc, tuné par STI. Ce n'est pas une STI au sens où on l'entend. Il n'est pas question de mettre un moteur turbo dans la BRZ. On a posé la question et on s'est fait faire une fin de non-recevoir absolue. Les raisons sont multiples. On dit que physiquement, la voiture n'est pas conçue pour avoir un turbo, mais aussi on dit, ben écoutez, on est dans une période où ce qui prime, c'est l'électrification. Donc, on veut dépenser nos ressources pour électrifier nos modèles, pas pour créer des voitures plus performantes, nous a-t-on dit. Bref, on a décidé qu'il n'y aura pas de STI à proprement parler, mais on a quand même fait réviser le tout par les ingénieurs chez STI et on a des batchs STI un peu partout, notamment sur le bouton de démarrage qui est plus évident dans la BRZ. Dans les deux cas, on nous a fait faire une petite randonnée sur la route, rien de majeur, là, 15-20 minutes juste pour prendre les véhicules en main. Et par la suite, on est allé sur la piste. Je ne suis pas un grand pilote de course. OK, on va régler ça tout de suite, là. Je suis pas là pour gagner ma vie, puis je suis pas là pour battre des temps. Et de toute façon, je trouve qu'il est inopportun d'essayer d'aller le plus vite possible dans des essais comme ça, parce qu'on n'est pas là pour faire une course. On est là pour tester la voiture et voir quelles sont les qualités de ce véhicule-là. Ça m'a permis de tester, entre autres, la BRZ, que j'adore. C'est la seule Subaru qui n'a pas de 4 roues motrices, là, de traction intégrale. Elle est à propulsion. C'est la sœur jumelle de la 86 chez Toyota, mais elle est beaucoup plus vendue, presque du 3 pour 1, en fait, chez Subaru par rapport à Toyota. Donc, c'est énorme. Autre détail qui m'a vraiment impressionné, on parlait de transmission, je te parlais de la SPT, mais en fait, la SPT devient de plus en plus rare dans ces deux véhicules-là, parce que dans les deux cas, on dit que plus de 80% des ventes, ce sont des boîtes manuelles. C'est tellement vrai qu'on a fini par éliminer l'entrée de gamme automatique dans la BRZ. Donc, il n'y a que le très haut de gamme qui offre maintenant l'automatique. Ce qui est assez surprenant parce qu'on le sait, il y a presque plus de constructeurs qui proposent des véhicules manuels maintenant. Une fois ça dit, on est allé sur la piste, j'ai embarqué avec la BRZ, et ça, je l'ai toujours dit. Au début, on bougonnait parce qu'on disait qu'elle manquait un peu de couple, qu'elle manquait un peu de puissance. Finalement, elle en a tout à fait assez. Ça me fait penser à une Mazda MX-5. Le plaisir est dans la maîtrise. Le plaisir est dans la précision de la conduite. Je me suis amusé comme un fou. Je répète, je suis pas un grand pilote, mais j'ai eu du fun. Le circuit de Shannonville est très technique. Il y a 15 virages dans ce circuit-là. Le plus vite que je suis allé, mettons, en ligne droite, c'est probablement 160 km/h. Fait que c'est pas si rapide que ça pour un circuit de course, mais c'était vraiment très agréable et ça permettait de maîtriser la voiture, de l'aligner comme il faut pour les virages et de vraiment jouer avec son transfert de poids. C'est super génial avec la petite BRZ. J'ai fait quelques tours avec la BRZ et je me suis amusé. J'ai décidé de sauter dans la WRX. Là, j'ai eu une petite surprise. Parce que la WRX, c'est une berline 4 portes qui est conçue pour être aussi un véhicule familial polyvalent de tous les jours. D'ailleurs, un de ceux qui nous ont présenté les véhicules avait amené son propre véhicule à lui, sur lequel il a mis une boîte, là, tu sais, les toulés, là, les fameuses boîtes à ski. Et à l'intérieur, il y avait 2 sièges pour enfants. Donc, lui, c'est vraiment sa voiture familiale. Donc, c'est effectivement une auto qui est beaucoup plus polyvalente. Mais quand tu arrives sur un circuit, ben, elle est beaucoup plus lourde. Elle est à rouage intégral, mais elle est beaucoup plus lourde. Et le premier virage, je me suis aperçu qu'elle était plus lourde et que les freins ne fonctionnaient pas exactement de la même façon. En fait, je me suis fait un petit peu peur parce que je rentrais beaucoup trop vite dans le virage. Il a fallu que je freine un peu fort. Une fois ça dit, c'est quand même un véhicule super intéressant dans les deux cas, très stable, de grand plaisir.
Donc, c'est vraiment des véhicules sportifs, pas très dispendieux. Hein? Ça joue entre 30 et 43 000 à peu près comme véhicule. Donc, oui, c'est dispendieux, mais si vous voulez un véhicule sportif, ça ne l'est pas tant que ça. Ce qui explique d'ailleurs que la WRX est devenue le numéro 1 des ventes de véhicules sportifs au Canada, devant la Mustang. Quand même, faut le faire, ça. Là. C'est un classique. Oui, effectivement. Là, c'est assez surprenant. Mais bon, c'est très agréable à conduire dans les deux cas. Donc, ce sont des voitures qui ont une belle polyvalence, mais qui sont aussi capables d'aller sur le circuit. C'est des voitures qui ont permis de conserver, si tu veux, la génétique que Subaru avait auparavant dans le rallye. Évidemment, beaucoup plus douce, beaucoup mieux insonorisée. La BRZ l'est un peu moins. Mais dans les deux cas, c'est des véhicules que je n'hésiterai pas à recommander. Si vous voulez avoir un petit peu de performance, un petit peu de plaisir, sans payer une fortune et pouvoir utiliser votre voiture à toutes les sauces, la WRX, entre autres, elle est vraiment, vraiment, elle vaut vraiment le détour. Alors moi, j'ai eu beaucoup de fun, je dois l'admettre. Je suis sorti de là avec un grand sourire, même s'il me restait 400 km à faire pour revenir à la maison. Mais ça aura valu la peine. Ça aura valu la peine, effectivement. Alors, de ton côté, mon cher William, t'as, comme d'habitude, quelques nouvelles à nous partager. Oui, absolument. On va quand même commencer par quelque chose de pertinent parce que c'est quelque chose dont on parle souvent ici au podcast. Quand est-ce que les compagnies vont vraiment devenir électriques? Hein? Les compagnies, bien sûr, les manufacturiers de véhicules. Donc, on a Cadillac ici, justement, qui nous disait, depuis quand même déjà au-dessus d'un an, là, que c'était en 2030 que ça allait se passer pour eux, qu'ils allaient juste offrir des véhicules électriques. Et là, récemment, ce qu'on a appris de la bouche là, de John Roth, qui est le grand patron de Cadillac, dans le fond, ce qu'on a su, c'est que ce serait pas nécessairement le cas et que ce serait plutôt la demande qui allait dicter combien de temps est-ce que les véhicules à essence allaient, selon ses propres dires, coexister et qu'ils allaient même coexister pendant plusieurs années avec les modèles électriques. Parce que bon, 2030, ça a l'air un peu futuriste, mais c'est dans 6 ans, hein, même 5 ans et demi maintenant, donc c'est pas dans tant de temps que ça, 2030. Et bon, je sais que toi, t'es un grand sceptique de ce genre d'affirmation-là, hein, que ça va arriver là d'ici 2030. On a Jaguar qui le fait pour l'an prochain. Ça, on peut leur donner. C'est probablement la seule compagnie jusqu'à date qui a vraiment mis en place et qui ont dit qu'elle allait arrêter leur production là pour mettre en place là uniquement des véhicules électriques. Encore faut-il voir si ça va se faire d'ici l'an prochain. C'est ça. Ça, c'est la grande question parce que Jaguar est à vendre. Tata Motors a décidé de vendre Jaguar. Est-ce qu'ils vont vendre Jaguar et Land Rover? Quelles seront les décisions du nouveau propriétaire? Il n'y a rien qui est encore décidé de ce point de vue-là. Donc, je suis obligé de te rappeler que si à partir de l'année prochaine, on veut vendre uniquement des véhicules électriques, il serait peut-être temps qu'on commence à nous en montrer parce qu'on a déjà confirmé que le I-Pace chez Jaguar n'existerait plus. Donc, jusqu'à date, là, on est un peu dans le flou et dans le vague du côté de chez Jaguar, mais je te donne le bénéfice. Ils continuent de dire qu'ils vont être prêts pour 2025. C'est ce qu'ils disent, ok? C'est ce qu'ils disent. Et c'est la seule compagnie jusqu'à date qui a, disons, fait ce genre d'action aussi poussée, même si c'est juste le dire. Mais on s'entend que juste le dire, c'est quand même déjà quelque chose parce que faut se rappeler que la valeur des actions de ces compagnies-là est quand même basée sur ce qu'ils disent qu'ils vont faire, hein? Donc Oui. sur la spéculation. Donc c'est pas rien de faire ce genre de nouvelles-là. Mais bon, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est c'est par Volvo au Canada. Là, c'est une étude qu'ils ont fait qui montre qu'on a quand même 64% des Canadiens qui voudraient acheter un véhicule électrifié pendant les 5 prochaines années. Donc, électrifié, ça compte hybride branchable et bien sûr les véhicules électriques. Et pour les véhicules électriques, on parle de 55%, donc quand même au-dessus de la moitié. Et on parle de dans les 5 prochaines années, là... Et évidemment. Toi, t'en penses quoi, là? Est-ce qu'il y a vraiment 2 personnes sur 3 qui voudraient s'acheter un véhicule électrique dans les 5 prochaines années? Parce que si oui, les 5 prochaines années, c'est le timing de Cadillac, là. Tout à fait, mais la question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce qui empêche ces gens-là de le faire déjà?
Et quand on regarde les objections qui sont soulevées, il y en a plusieurs. La première, c'est le prix. Si on est capable d'offrir des véhicules qui sont abordables, et là, Kia va nous présenter dans quelques jours la EV3, qui, dit-on, sera à 32 000 US, donc à peu près 40-41 000 Canadiens, ça pourrait risquer de changer la chose, effectivement. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au Québec, on est chanceux. On a un réseau de chargeurs qui est efficace et qui va bien. C'est assez rare, en fait, sauf dans des compagnies privées. C'est assez rare qu'on tombe sur des bornes qui ne fonctionnent pas et on est capable de les réparer assez rapidement. Va en Ontario, on s'en reparlera. Va dans les prairies, c'est encore pire. Alors, la question, elle est, qu'est-ce qui empêche les gens actuellement de faire le saut? Et est-ce que d'ici 5 ans, on aura réglé ce problème-là? Parce qu'objectivement, tout le monde, disons, pas mal de monde sont prêts à prendre une voiture électrique si on n'a pas les contraintes d'attente pendant des heures pour recharger notre véhicule, si on n'a pas la contrainte de payer trop cher, parce que, oui, tu le recharges à la maison. Moi, je m'en achèterais une électrique demain matin si elle était le même prix que les autres, puis que je pouvais la recharger à la maison et que ça me prenait 15 minutes de la recharger sur la route. Je serais le premier à aller faire la file pour l'avoir. Même la demi-heure là, que tu as mentionné avec la Volvo, c'est pas si pire là, attendre une demi-heure. Moi, personnellement, on est allé l'autre jour, là, je sais plus c'était avec quoi, on est allé brancher sur une borne rapide, on est allé prendre un café, on voulait aller magasiner après, on n'a pas eu le temps, elle était pleine, là, tu sais. Oui, non, c'est vrai. De plus en plus, c'est comme ça d'ailleurs. Mais, tu sais, une demi-heure, quand ça te prend 2 heures faire le voyage, c'est toujours bien 25% du temps de plus que tu rajoutes. Tu sais, on a vu dans les journaux, d'ailleurs, j'ai beaucoup ri, on a fait des premières pages avec les gens qui sont allés en Floride avec leur Tesla, et mon Dieu que c'était le fun, mon Dieu que c'était le fun. La semaine d'après, ils ont refait la première page avec des gens qui avaient une Nissan Leaf en disant « ça a été l'enfer, ça a été l'enfer ». Alors, il faut que les voitures soient capables d'offrir les performances égales qui vont permettre aux gens, justement, une demi-heure, ça va, mais si je suis là 1 heure et demie, ça va plus. Alors, il faut s'assurer que d'ici 5 ans, on aura les produits qui vont répondre, on aura le réseau de recharge qui va répondre et on aura le prix qui va répondre. Parce que je te rappelle que d'ici 5 ans, l'aide financière gouvernementale, elle n'existera plus du tout. Et là, ça aussi, ça va avoir un impact, là. Alors, est-ce que j'y crois? Écoute, l'autre élément, et ça, c'est la grande question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que les manufacturiers vont pousser assez sur la construction de ces véhicules-là? Parce que je te rappelle que Ford a annoncé que cette année, il ferait un déficit de 5,5 milliards uniquement avec leur division électrique. Ça, là, pour le premier trimestre, c'est l'équivalent de perdre 130 000 par véhicule vendu. Il n'y a pas une compagnie qui peut supporter ça. Fisker, c'est fini, là. C'est le Ocean qui est super beau. Oublie ça. La compagnie qui le fabriquait a décidé qu'il ne le fabriquait plus. Même dans les très riches, la fameuse Rimac Nevera qui était au Salon de l'Auto de Toronto, qui a été présentée par Richard Hammond, qui était la grosse affaire, il y en a 150 de produites. Il y en a seulement 50 de vendus. La demande n'est pas là pour ce genre de véhicule-là. Là. Comme tu l'as dit, ça va nous prendre une EV3 à 40 000 pour réussir à faire ça. Moi, je pense que quand il va y avoir un véhicule de ce genre-là sur le marché, les autres manufacturiers vont être obligés de suivre. Là. En ce moment, on est dans une espèce d'inflation, de bulle un peu artificielle où c'est juste les gens qui ont déjà l'argent de se payer ce genre de véhicules-là, qui se payent des véhicules à 70-80 000 électriques. Mais si on veut vraiment que ce soit une démocratisation de la technologie, il va falloir là, qu'on ait des véhicules moins chers que ça. Et je trouve ça très ironique. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, je suis peut-être un peu cynique par rapport au gouvernement qui retire ses aides gouvernementales directement au moment où les gens qui sont en bas de cette classe-là plus aisée auraient pu en profiter. Donc voilà, les gens qui pouvaient en profiter, ceux sont déjà achetés et pour les autres, ben vous pouvez prendre ce qui reste. Hein? C'est à peu près ça. Moi aussi, je suis d'accord, je trouve ça. Tu sais, faudrait que les bottines suivent les babines à un moment donné, là. Exact. Il va falloir se débarrasser de ça. Quand ça va être juste des véhicules électriques qui vont être sur le marché, on pourra pas avoir des rabais sur tous les chars vendus, je suis d'accord avec ça. Mais au moins, peut-être attendre que les gens puissent vraiment s'en procurer une. Mais bon. Ils pourraient aussi utiliser une autre façon. Regarde, on s'écarte là, mais on pourrait utiliser, par exemple, le principe du bonus-malus, qui est utilisé beaucoup en Europe.
Alors, c'est un programme qui, théoriquement, est à coût nul ou à peu près. C'est-à-dire que si tu achètes un véhicule à essence, tu as une surtaxe à payer. Puis, si tu achètes un véhicule électrique, tu n'en as pas. Tu as même peut-être un rabais. Donc, il n'y a pas de coût pour le gouvernement, mais le gars qui s'achète un char à essence, tu sais, va en France essayer de t'acheter une Mustang, là, c'est l'équivalent de 100 000 euros. Parce que tu as 40 quelques mille euros de pénalité de malus. Et même si moi, je suis quand même relativement d'accord avec ce genre de pratique-là, je sais qu'il y a beaucoup de nos éditeurs devant ça qui ont fait « Ah, ça c'est pas correct! » Je suis certain, c'est sûr. Non, et d'ailleurs, tout le monde a droit à son opinion. Hein. Je dis pas que c'est pas correct d'avoir cette opinion-là, c'est juste ça. Je le sais que quand t'as dit 100 000, la première réaction de tout le monde qui veut ce genre de véhicule-là, c'est toujours « Mais mon Dieu! » Mais en même temps, quand on parle, et là encore, on s'écarte, là, mais quand on parle de tous les problèmes par rapport aux VUS aussi, qui sont une cause de plus de décès, plus de blessés sur les routes, plus de consommation d'essence, évidemment, de consommation d'énergie. Quand on regarde le système de bonus-malus, prend en compte ça, ce que le système de rabais prend pas du tout en compte. Donc, je pense qu'effectivement, ça réglerait d'une pierre plusieurs coups. Mais, comme tu le dis, peut-être que là, on s'écarte un peu de l'actualité là automobile. Ouais, mais disons que, tu sais, mettons qu'à ce moment-là, le Hummer électrique dont j'ai parlé en début coûterait peut-être encore un peu plus cher. Non sans raison. Bon, ceci étant dit, je te laisse aller. Non sans raison. Là, je m'en vais avec une statistique un peu triste. Là, on en parlera pas longtemps, mais je trouvais quand même ça important d'en parler parce que, c'est sur la sécurité routière, ce qui est toujours quelque chose qui nous tient à cœur. Hein? Du moins, je l'espère pour les journalistes automobiles. Ce serait quand même triste sinon. La statistique que je vais te parler, c'est qu'en 2019, c'était 12,95% des décès sur les routes qui étaient provoqués par la distraction. Ben, on va se dire c'est déjà trop, hein? Mais en 2021, donc 2 ans plus tard, on parle de 21% des décès. Et la distraction, il faut le rappeler, ce n'est pas que le téléphone, hein? Non, c'est beaucoup de choses, la distraction. Ça englobe tout ce qui est même manger, se maquiller, peu importe, là. Mais quand même, on sent que le téléphone, tu touches un point, ça reste une des sources de distraction les plus importantes. J'ai hâte de voir aussi si dans les prochaines années, on va pas voir des études par rapport au système d'infodivertissement qui sont dans le fond des gros iPads. J'ai bien hâte de voir ça, ces résultats-là, parce que des fois, moi-même, le premier, je me suis rendu compte que j'étais en train d'opérer l'équivalent d'un téléphone pendant que je conduisais. Mais bon, c'est légal parce que c'est mon véhicule. Ouais, là, encore une fois, je m'écarte un peu du sujet, mais ça reste quand même important. Ben non, tu t'écartes pas parce qu'effectivement, ça fait partie de la distraction. Et je parlais du Volvo XC40, c'est un bel exemple. Tu es obligé de chercher abondamment dans les menus pendant que je roule. C'est pas du tout sécuritaire, tu regardes pas en avant. Donc, oui, je suis d'accord avec toi de dire, j'espère qu'un jour, on fera une étude sur l'impact réel des systèmes d'infodivertissement. Tu sais, on a déjà parlé d'Acura avec l'espèce de pavé tactile qui te force à glisser le doigt un peu partout pour aller trouver les bonnes fonctions dans le menu. C'est assez distrayant, merci. Là. Alors bref, oui. Oui, je crois qu'on en avait parlé. Je crois qu'on n'en a pas parlé au podcast, mais on va en reparler dans les prochaines semaines, là, parce que bon, je m'écarte un peu. On va en parler au prochain épisode, mais je quitte pour le Japon. Et pendant que je vais être au Japon, on va parler de plusieurs de mes essais que j'ai fait quand j'étais encore ici au Québec, évidemment. Mais tout ça pour revenir sur la distraction, là, juste quelques secondes. C'est la deuxième cause de décès au Canada. Après la vitesse, on parle de près de 20% des décès. Donc, s'il vous plaît, peu importe la source de distraction, faites attention. Je sais que c'est tentant. Moi, le premier, comme je vous dis, des fois, ça m'arrive. Là, je veux pas vous dire que je suis plus catholique que personne d'utiliser ces genres de systèmes d'infodivertissement-là. Même de manger, même de boire, même d'ouvrir une bouteille d'eau. Ça peut être, des fois, une distraction. Donc, faites attention, vous voulez pas devenir une statistique de ce genre-là. Mais maintenant, si on parle de statistiques peut-être un peu plus cocasses, là, pour changer de sujet un peu après quelque chose d'un peu triste, un peu trop profond, à l'université Western, il y a une professeure de psychologie qui a fait un sondage avec 500 étudiants. Donc, c'était un test de psychologie relativement standard là, de la personnalité qui permettait d'évaluer, par exemple, les psychopathes, les gens qui souffrent de narcissisme, des choses comme ça. Et
On avait aussi comme deuxième partie un sondage sur les voitures, entre autres, si ils aimaient le bruit des moteurs et les bruits et s'il y allait modifier leur véhicule dans le fond pour que le bruit soit plus impressionnant. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une corrélation entre les gens qui aimaient les chars bruyants et les psychopathes. Oups. Bon, ça veut pas dire, je suis toujours le premier à dire que c'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'on a nécessairement trouvé la cause, En anglais, c'est correlation is not causation. C'est tout à fait ça ici. Il y a probablement pas de lien entre être psychopathe et aimer les véhicules qui font du bruit, parce que sinon j'aurais été élevé par un psychopathe. Mais et je ne crois pas que ce soit le cas, ou du moins je ne veux pas croire que c'est le cas. Non, je pense que tu t'en serais rendu compte avant, William. Ben, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça reste un peu comique, n'est-ce pas? Sinon, parlant de bruit de moteur, est-ce que tu savais que Lamborghini avait une table tournante? Une table tournante? Ouais, absolument. Pour écouter des vinyles, là. Donc, tu peux acheter la table tournante. En fait, c'est pas vraiment eux autres qui la produisent. Là, c'est fait avec la compagnie Technics. Mais pour 1100$ US, tu peux l'acheter et tu peux aussi... Donc, en fait, non, 1100$, c'est le modèle sur lequel c'est basé. Donc, on n'a pas le prix pour la table tournante Lamborghini, je suis désolé. Mais tout ça pour dire, ça risque d'être beaucoup plus cher. Et ça vient avec un vinyle de son de V12. Alors, l'Association des psychopathes d'Amérique va se procurer... Oui, c'est ça. Va en commander en quantité astronomique, Donc, c'est pas mal ça, en gros. Je trouvais ça cocasse de parler de l'un tout de suite après l'autre. Finalement, j'en ai une dernière pour toi juste avant de finir l'émission. Je viens de t'envoyer une photo. C'est un modèle Citroën qui s'appelle le Citroën Relay. J'aimerais que tu cliques dessus et juste qu'on entende ta première réaction. Ça va dans quel bar? Exactement ma réaction, parce que c'est deux chars collés l'un sur l'autre. On appelle ça le back-to-back. Ça sert à quoi? En fait, c'est que c'est deux véhicules différents. Donc là, on va sûrement mettre la photo en quelque part, mais sinon, vous pouvez aller voir Citroën Relay Back-to-Back. Mais c'est deux cabines qui sont back-to-back, donc dos à dos. Et le principe, c'est que on peut rouler dans un sens ou dans l'autre, mais surtout, on peut les détacher pour construire des trucs comme des maisons mobiles ou des roulottes. Donc, c'est ça le concept de base, c'est que on les détache pour ensuite construire quelque chose par-dessus. Ça se vend au prix de 36 000 livres, donc c'est au Royaume-Uni. C'est probablement pour un des deux modèles, donc c'est probablement 72 000 livres pour avoir les deux cabines. Mais c'est vraiment deux Citroën back-à-back. Rien à dire d'autre. Et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode. Mon Dieu, c'était pour le moins surprenant. Mais effectivement, on va mettre la photo sur notre page Facebook, là, si vous allez pouvoir donner vos impressions. Alors voilà, ben, c'est ce qui met fin à notre épisode, ce nouvel épisode de Gotchard. On espère que ça vous a plu, ça a été assez complet. Beaucoup de matériel encore cette semaine. On vous invite bien sûr à... Oui, toujours. On vous invite bien sûr à vous abonner sur Spotify ou sur les autres, à nous envoyer des petites notes avec des étoiles, ça nous fait plaisir. Si vous avez des commentaires, on est très heureux de les avoir. Vous pouvez nous rejoindre bien sûr sur notre page Facebook Gotchard Podcast. Vous pouvez aussi aller nous voir sur info@gotchard.com si vous avez des questions ou nos pages Facebook personnelles. Et je vous le répète, on est disponible sur toutes les plateformes. Sur ce, mon cher William, la prochaine fois qu'on va faire un épisode, tu vas probablement me répondre en japonais, puisque tu vas être rendu à Tokyo. Pas le prochain, ça devrait être juste avant, mais effectivement, je vais être à Tokyo d'ici quelques semaines, donc vous allez avoir des épisodes de mon côté. De mon côté du monde. De ton côté, effectivement. Alors, et on espère, en tout cas, on va voir si tu es capable de faire des petites expériences automobiles rendues là-bas. Alors là-dessus, c'est ce qui m'a fait. Et je te salue, mon cher, et on se revoit bientôt. À la prochaine! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore
Audrey Denomé. Et pour la musique thème, Kevin MacLeod.